Est-ce que vous avez une idée de l'agriculture en Suisse? Qu'est-ce que ça vous évoque? Le gruyère? Les alpages? Les cloches. J'ai entendu exactement la même chose hier soir. J'ai jamais entendu 60% des recettes des producteurs proviennent de mesures politiques de l'État, par exemple. J'ai jamais entendu, alors que la moyenne suisse des droits de douane est 9%, celle des produits agricoles est de 30%. Donc vous imaginez bien que dans ce contexte, conclure une trentaine d'accords internationaux commerciaux pour la Suisse n'est pas une mince affaire, en tout cas pas pour la Suisse agricole. Donc je me réjouis beaucoup de vous expliquer un peu la recette suisse. J'essaierai d'être brève parce que je n'ai que 40 minutes et je pense même qu'on devrait pouvoir discuter un peu plus vers la fin de ma présentation. Mais si toutefois j'arrive à tout vous présenter, j'aimerais vous donner un petit aperçu du contexte agricole suisse, ensuite de ses relations privilégiées avec l'Union européenne au niveau commercial, ensuite celles avec les partenaires de libre-échange, donc les partenaires qu'on appelle pays tiers, c'est-à-dire non Union européenne, et puis terminer peut-être avec un petit aspect perspective, puisque c'est le thème de la journée. Alors, en fait, en Suisse, tout commence toujours, quel que soit le sujet autour de l'agriculture, tout commence avec la Constitution fédérale suisse. Depuis l'an 2000, les Suisses se sont dotés d'un article constitutionnel qui donne un mandat très précis à l'agriculture suisse. Là, je vous ai mis un extrait du début de l'article. Donc, vous voyez les trois missions qui sont confiées à l'agriculture. Donc, toutes les mesures de politique agricole qui sont adoptées doivent pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre à ce mandat. Très récemment, le peuple suisse a ajouté un article supplémentaire. Je vous rends attentif à la lettre D de cet article supplémentaire qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, la sécurité alimentaire. Donc, qui concerne tout particulièrement mon sujet en tant que négociatrice internationale, c'est-à-dire faire des relations commerciales transfrontalières, des relations qui contribuent au développement durable dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc vous voyez, entre les droits de douane qui sont en moyenne de 30%, des paysans qui tirent 60% de leurs recettes de l'État, et un article constitutionnel qui demande de durabiliser l'agriculture dans le monde. Quand on m'envoie, là où j'étais par exemple cette semaine à Buenos Aires, négocier avec le Mercosur, j'ai des fois un petit peu de la peine à commencer les négociations. C'est pas facile d'expliquer à votre partenaire brésilien, écoutez, voilà la mission de la Suisse, et on va quand même conclure un accord gagnant-gagnant entre nos 4 pays du Mercosur et les 4 pays avec lesquels la Suisse négocie. Avant de parler de la méthode de négociation, j'aimerais juste faire un tout petit aperçu. Alors, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a sur ce panneau. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la Suisse n'a que 7 ministères. Donc, on travaille avec 7 ministres qui votent à l'unanimité. Donc, ils décident de toutes les décisions stratégiques à l'unanimité. Et nous avons un ministre de l'Agriculture qui est également le ministre de l'Économie, de la Formation, de la Recherche, des Affaires vétérinaires et de la Sécurité alimentaire. Donc, quand on a un problème, on règle ça avant d'aller chez le ministre. Les négociations commerciales internationales sont de la responsabilité du secrétariat d'État à l'économie. Nous avons une place à la table, donc moi, de l'Office fédéral de l'agriculture ou mes collègues. Donc, quand nous avons un problème, nous le réglons évidemment avant d'aller chez le ministre. Récemment, nous avons dû affiner le mandat de négociation pour les pays du Mercosur, notamment déterminer, on a entendu avant le collègue qui parlait de l'ALENA, on a dû déterminer des lignes rouges. Des lignes rouges qui ne sont pas à dépasser quand on négocie l'agriculture avec les pays du Mercosur. Alors là, par exemple, on n'a malheureusement pas réussi à s'entendre entre le secrétaire d'État à l'économie et l'Office fédéral de l'agriculture, donc on est allé demander un arbitrage au ministre. Alors évidemment, c'est toujours un peu pénible de monter jusqu'au niveau du ministre qui a quelques autres dossiers à traiter pour lui demander de faire vite un arbitrage sur un dossier qui peut déterminer l'avenir de l'agriculture suisse dans un sens ou dans l'autre. Mais une fois qu'on a réussi à le faire, et on a réussi à le faire, le résultat, c'est que tout le monde qui est assis à la table des négociations a exactement le même but. Donc on tire tous à la même corde et on avance dans les négociations de manière très très coordonnée suite à ce genre de processus. Ce qui détermine la position ou les projets de négociation commerciale de la Suisse, c'est évidemment, et c'est pour ça que je montre cette carte, c'est évidemment l'Europe.
Peut-être pour vous, la Suisse, c'est une destination de vacances de laquelle que vous pouvez vite quitter pour aller faire un week-end à Paris, peut-être vite visiter le Colisée à Rome. Pour nous, la Suisse, c'est pas seulement un pays entouré de 4 pays de l'Union européenne, c'est un pays en plein milieu de l'Europe et en plein milieu d'une Union européenne, donc d'un groupe de pays qui sont complètement intégrés de manière économique, dont la Suisse ne fait pas partie. Donc ça détermine évidemment toute la politique commerciale, parce que vous pouvez bien vous imaginer que, en gros, 80% de relations commerciales se déroulent avec les 4 pays limitrophes de la Suisse et peut-être quelques autres pays de l'Union européenne, et seulement au-delà de ces 80%, peut-être a-t-on des relations avec d'autres pays dans le monde. Les pays qui sont en vert simplement parce que la Suisse et ces deux pays en vert, ainsi que le Liechtenstein avec lequel nous avons une union douanière, sont les 4 pays avec lesquels nous négocions les accords de libre-échange en général. Donc la Suisse a négocié uniquement un accord avec la Chine sans ses partenaires de l'Association européenne de libre-échange. Ce qui complique un petit peu la donne, c'est que les pays en vert, ainsi que le Liechtenstein, avec lequel nous avons une union douanière, font partie de l'espace économique européen auquel la Suisse n'a pas adhéré. Donc ça simplifie beaucoup l'explication face aux partenaires quand on s'assied pour faire un accord de libre-échange à nouveau. Donc on n'a aucune frontière, on n'a aucun tarif commun, on n'a aucune politique commune en matière agricole, mais quand même on négocie à la même table et on aimerait qu'on nous distingue, enfin la Suisse et le Liechtenstein ensemble, mais pas la Suisse comme la Norvège et pas la Norvège comme l'Islande. Voilà encore un défi supplémentaire quand on négocie. Évidemment que le fait d'être au milieu de l'Union européenne a énormément d'avantages pour la Suisse en termes de politique commerciale internationale. Pourquoi? Parce que, évidemment, que la Suisse ne décide pas elle-même de convaincre l'Inde de négocier avec nous. La Suisse convainc l'Inde de négocier avec un pays qui est au milieu de l'Union européenne, comme ça complète le panorama pour l'Inde, qui négocie évidemment par première priorité avec l'Union européenne. Donc on emboîte le pas à l'Union européenne gentiment, parce qu'on est Suisse, alors on va toujours un petit peu plus lentement, et puis on arrive comme ça à conclure des accords avec des pays qui ont déjà une sensibilité au système européen. À l'inverse, quand la Suisse demande à la Chine si elle est intéressée à négocier avec nous, la Chine dit « Ah, pourquoi pas, ça me fait un terrain d'entraînement pour l'Union européenne ». Et voilà, on a réussi à conclure un accord avec la Chine. Vous voyez, derrière un accord commercial conclu par la Suisse, là en l'occurrence seul pour la Chine, mais sinon avec ses partenaires, c'est souvent l'Union européenne, ou peut-être toujours l'Union européenne. Évidemment, certains accords sont politiques, comme ceux avec la Chine, d'autres accords sont vraiment plus des accords typiquement économiques, commerciaux. Voilà, évidemment, vous vous étonnez peut-être que ce soit moi qui soit là, et pas quelqu'un du secrétaire d'État à l'économie, puisque la Suisse, en tout cas l'agriculture suisse, ça représente même pas 1% du produit intérieur brut. Cependant, ce 1% du produit intérieur brut représente aussi... représente aussi 6% du budget, 6% du budget de la Confédération suisse. Donc il y a une entente très, très claire entre la position minimale de la Suisse en termes d'output, de production agricole, et sa position stratégique, politique pour la Confédération suisse. Et si je vous dis encore qu'un franc sur 2 est gagné à l'étranger par la Suisse, évidemment qu'il faut intégrer l'agriculture et le commerce de manière générale pour, 1, financer l'agriculture suisse et 2, obtenir des accords commerciaux. Donc en fait, c'est un équilibre qu'on arrive à tenir et qui jusqu'à présent a fonctionné. Je vous explique dans quelques minutes la méthodologie. Donc c'est un petit peu pour mettre les bases de comment est-ce que la Suisse agricole est représentée dans ces grands projets. Alors voilà, donc juste par rapport au panorama suisse de production agricole, qu'est-ce qu'on amène quand on arrive à une table de négociation? On amène déjà une situation où un producteur suisse ne voit jamais l'intérêt de conclure un accord de libre-échange. Il dit, mais de toute façon, mes prix sont 60% plus élevés déjà que ceux de l'Union européenne, qu'est-ce que je vais encore aller exporter au Brésil? En fait, il y a une nuance très importante à ça. Il y a une industrie agroalimentaire très très forte en Suisse qui absorbe aussi de la matière première et qui exporte beaucoup de produits agricoles, qui a des velléités d'exportation.
Il y a aussi quelques produits de base qui peuvent être exportés, qui sont de l'intérêt de l'agriculture. Mais c'est clair que dans l'ensemble, il s'agit plutôt pour une personne comme moi qui négocie ces accords d'assurer que les ouvertures de marché que nous allons consentir en faveur de nos partenaires n'ébranlent pas la production agricole suisse. Et jusqu'à maintenant, nous avons toujours réussi à le faire. Et malgré ces prix aux producteurs que vous voyez, les marchandises étrangères côtoient des marchandises suisses aujourd'hui sur le marché. Le consommateur suisse, lui, il est très attentif à ce qu'il consomme, mais il n'a pas beaucoup de choix par rapport à l'endroit où il va consommer ses produits agricoles. Ça, c'est un petit écart dans la politique commerciale pour vous dire qu'en Suisse, ces deux enseignes qui se ressemblent, du moins par la couleur, font 80% du marché suisse du détail. Ce sont les uniques acheteurs de produits agricoles et les uniques vendeurs de produits agricoles en Suisse. Donc, à peu de choses près, il y a une petite marge de 20% pour d'autres, 15-20% pour d'autres détaillants. C'est pour vous dire que tout ce qui s'importe en Suisse, tout ce qui s'achète chez un producteur suisse, donc l'équilibre se fait au niveau du détaillant. Donc, vous pouvez bien imaginer que dans ce marché-là, c'est plutôt le détaillant qui tient les rênes de ce qu'on va pouvoir faire en termes d'ouverture des marchés ou pas faire en termes d'ouverture des marchés. De plus, le consommateur suisse est un consommateur qui aime la qualité, la standardisation, il est très habitué au label, donc il refuse par principe toute marchandise qui n'a pas de standard ou qui ne respecte pas les standards avec lesquels le consommateur est habitué, auxquels le consommateur est habitué. Donc il y a 10% de production et de consommation de produits biologiques. Parmi cette consommation de produits biologiques, il y a évidemment des importations, mais pas à hauteur de 10%, mais moins, puisque la plupart est produit quand même en Suisse. Il y a une très très forte tendance à soutenir les produits issus, les produits animaux issus d'une production qui respecte particulièrement le bien-être animal. Donc vous comprenez que quand on arrive au Brésil, puis qu'on explique que chez nous, il y a que les vaches sortent 283 jours par an et puis que les Suisses ne veulent consommer que de la viande qui respecte ces standards, les Brésiliens nous regardent et disent « mais attendez, on n'a jamais entendu ça ». Donc on a, de temps en temps, on récolte de plus en plus de difficultés quand on s'approche de la table des négociations parce que tous ces critères vont devoir être pris en compte dans la négociation pour qu'un accord qui sera ensuite présenté au Parlement puisse passer la rampe. Alors, juste pour terminer sur le contexte, on a donc en Suisse une très très grande partie du revenu du producteur qui provient donc de l'État. On a une protection douanière qui, à la base, et je vous explique dans 1 ou 2 minutes comment elle est fabriquée en Suisse, comment elle est faite en Suisse, qui avait évidemment pour but original à l'occasion de la création de ce système douanier, donc à la création de l'Organisation mondiale du commerce, de protéger le paysan suisse dans un environnement de prix plus élevé que même l'environnement européen au milieu duquel il se trouve. Ce qu'on constate maintenant, depuis quelques années, on commence à le prouver, c'est que cette protection douanière, finalement, au vu de la chaîne en aval, profite très très peu aux producteurs. Donc le fait que la protection douanière soit également gérée par les importateurs de manière très... par peu d'importateurs, fait que le producteur suisse ne bénéficie que peu, dans certains cas, de la protection douanière, qui coûte par contre alors aux consommateurs. Voilà, ça c'est pour poser un peu le contexte dans lequel on commence à faire des négociations. Alors pour expliquer un tout petit peu comment est-ce que la protection tarifaire suisse fonctionne et ensuite vous dire qu'est-ce qu'on met sur la table de négociation. En fait, la protection dont on bénéficie en Suisse, elle est basée sur 2 types de droits de douane. Donc tout est la même chose depuis la création de l'OMC. Donc on a d'abord un système de droits avec des droits contingentés et des droits hors contingent qui y correspondent. Donc si vous prenez une tomate, je pense que vous voyez, là c'est d'autres produits. Si vous prenez une tomate, il y a évidemment un tarif sur la tomate cerise de moins de 1 cm de calibre à l'intérieur du contingent qui est valable pendant la période où il n'y a pas de production de tomates en Suisse, puis il y a le même produit à un tarif très prohibitif pour la période où la tomate est produite en Suisse. Donc cette dichotomie, ce double tarif permet d'offrir aux partenaires de libre-échange un rabais sur le taux de ce contingent et de maintenir ce taux prohibitif toujours inchangé.
Ça marche, ça a marché pendant les 20 dernières années et ça a permis de donner des accès au marché qui sont parallèles aux périodes de production en Suisse ou alors qui n'ont pas d'impact sur le niveau des prix puisque ces produits sont contingentés, donc le volume est de toute façon fixe. Aujourd'hui, on fonctionne avec ce système. On a aussi un autre système de tarifs qui sont des tarifs uniques, donc des taux uniques. Les céréales, les oléagineux ne sont pas contingentés, donc ils ont des taux fixes. Certains ont des taux qui peuvent varier selon le niveau du prix mondial. Sur ces tarifs, on n'a jamais ouvert la discussion avec un partenaire de libre-échange. Donc tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au moment où on a commencé, par exemple, à négocier avec l'Indonésie. Et là, je fais un petit cas d'exemple. Donc on s'est mis à table avec l'Indonésie dans le but de faire un accord parce que c'est un pays gigantesque dans lequel toute notre industrie suisse pourrait s'épanouir et créer des nouveaux canaux de commerce. Le problème, c'est que l'Indonésie, qu'est-ce qu'ils exportent? De l'huile de palme. Ils exportent que de l'huile de palme. Ils veulent que exporter de l'huile de palme, ils veulent en exporter partout et surtout en Europe. Et la Suisse, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne donne jamais de concessions sur des huiles. Donc voilà, heureusement, c'est mon collègue qui négocie cet accord, mais en fait, je suis quand même un petit peu au courant de ce qui se passe. On s'est mis à table avec les experts dans notre bureau, puis on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on recule et on se dit, on ne s'assied plus à la table des négociations parce que là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas ouvrir et eux, ils ne peuvent pas signer un accord sans huile de palme. Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, on a des experts qui ont identifié trois axes de réflexion. Combien exporte l'Indonésie? Quelles sortes de produits? Combien ils exportent? Où est-ce qu'ils exportent? Qu'importe la Suisse? Qu'est-ce qu'on importe en fait de cette huile de palme? Elle vient d'où, etc. Et puis, quelle est la situation en Suisse? Alors le plus facile, c'est, on commence par la troisième chose, la situation en Suisse. La situation en Suisse, c'est une production de colza, dont un produit qui a été développé qui supporte la cuisson à haute température, soutenu à hauteur de 2000 $ canadiens par hectare pour pouvoir produire ces oléagineux. Vous voyez, l'investissement public suisse dans ce produit est assez conséquent, donc on ne peut pas balayer cette production en ouvrant les frontières pour l'huile de palme. Puis après on s'est demandé, mais c'est le seul produit substituable? Oui, plus ou moins. Est-ce qu'on importe quand même de l'huile de palme en Suisse? Ça, c'est donc la deuxième question. Ah, mais on importe de plus en plus d'huile de palme en Suisse et les prix suisses ne changent pas pour l'huile de colza. Donc là, on a réfléchi un peu plus loin, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette huile de palme? Puis en fait, on a identifié, parmi toute l'huile de palme qui rentre, on a identifié les canaux qui allaient vers l'industrie, cosmétiques, etc., les canaux qui vont vraiment dans l'agroalimentaire, les friteries, d'autres restaurants, services de restauration qui utilisent l'huile de palme, et l'agroalimentaire classique, je ne sais pas, un producteur de soupe déshydratée qui va mettre de l'huile de palme dans son produit. Puis on a réalisé qu'en fait la Suisse importe de l'huile de palme de plus en plus de la part de pays qu'on appelle les pays les moins avancés. On a vu aussi dans une présentation auparavant, ce sont les pays les moins développés, donc identifiés de manière officielle par les Nations Unies. Et beaucoup d'investisseurs suisses, une fois que les droits de douane ont été éliminés pour ces produits-là, ont investi de l'argent pour développer des capacités de production d'huile de palme dans ces pays-là. Et là, on s'est dit, mais en fait, on importe beaucoup d'huile de palme. Le prix suisse ne change pas pour l'huile de colza, mais nous, on ne peut quand même pas donner une concession à l'Indonésie. Puis là, on a réalisé qu'en fait, l'huile de palme que les Suisses importent est certifiée avec une certification de durabilité basée sur une plateforme privée mais internationale, et que c'est cette huile de palme-là qui rentre en Suisse avec laquelle les producteurs agroalimentaires, surtout, font de la communication positive. Donc il y a un créneau d'importation d'huile de palme pour autant qu'elle soit durable. Donc on a développé cette idée en proposant à l'Indonésie de certifier une huile de palme qu'elle pourrait ensuite exporter dans un volume limité avec un certain rabais tarifaire vers la Suisse. Puis on était presque à bout touchant avec cette histoire quand la politique s'en est mêlée. Donc en Indonésie, les décideurs ont changé. En Suisse, le Parlement s'est énervé pour des raisons beaucoup plus de portée écologique qu'agricole contre l'huile de palme. Donc on est en fait finalement encore nulle part. Mais c'est pour vous dire, on a quand même développé une méthodologie qui nous a permis d'avancer au-delà de « on ne peut rien faire ». Donc ça, c'est un petit peu la manière dont la Suisse fonctionne pour beaucoup de ces problèmes. Et puis, ce que je voulais encore dire, c'est que je pense qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux cas comme ça,
Maintenant, je viens de rentrer, par exemple, de Buenos Aires, où on négocie avec le Mercosur. Là, les problèmes, c'est ça, mais fois 4, 5, 6 cas qu'il faudra régler. On va fonctionner de la même manière et moi, je suis très confiante qu'on va trouver les solutions. Je peux peut-être après vous expliquer encore deux, trois choses sur ce projet, si on a le temps. J'ai discuté avant avec M. Singh et évidemment, pour nous, Suisses, on voit les choses de manière beaucoup moins globale en ce qui concerne le commerce des produits agricoles parce qu'on est vraiment tellement intégré dans l'Union européenne, qui est vraiment notre partenaire principal aussi dans le domaine agricole, que je me suis un peu intéressée à qu'est-ce que ça va faire, ça, de faire un accord avec le Mercosur, par exemple. Mais en fait, on constate que pour le moment, les produits agricoles qui traversent la frontière, c'est même pas 10% des produits agricoles mondiaux. Et les produits agricoles que nous, on importe de la part du Mercosur, ça fait peut-être 4% de nos importations. Et ces chiffres ne changent pas beaucoup. C'est plutôt l'industrie qui progresse, qui gagne en part de marché. L'agriculture va peut-être se développer, mais elle ne se développe pas de la manière aussi exponentielle et surtout pas suite à la conclusion d'un accord. C'est probablement aussi dû au fait que les standards de production, les certifications ne sont pas très faciles à obtenir de la part de certains pays pour pouvoir exporter vers la Suisse et vers l'Union européenne. Et comme nous, Suisses, nous sommes complètement intégrés dans le marché européen en termes de certification, d'équivalence des législations pour tout ce qui concerne le commerce des produits agricoles, la mise en marché des produits agricoles. Évidemment que ça nous protège d'une certaine manière également quand on négocie avec un partenaire qui n'a pas été certifié par l'Union européenne, on n'importe pas non plus ces produits-là. Mais voilà, moi je voulais juste dire qu'en fait, la masse de produits agricoles qui sera commercée suite à un accord que la Suisse va conclure avec un pays aussi lointain que l'Indonésie ou maintenant les 4 pays du Mercosur, ne vont pas avoir un impact énorme sur le commerce mondial des produits agricoles, en tout cas. Voilà, ça c'était les importations et ça c'est les exportations. Voilà, comme j'ai dit avant, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Le partenaire principal, c'est l'Union européenne. Ce que je veux encore bien souligner, c'est qu'on a vraiment une harmonisation presque complète de la mise en marché, de la commercialisation des produits agricoles. Donc, l'agriculture biologique, les législations sont reconnues comme équivalentes. On a un espace vétérinaire commun. D'ailleurs, ça nous pose d'énormes problèmes maintenant que la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne parce qu'on ne sait pas quoi faire de cet espace commun. Comment intégrer maintenant le Royaume-Uni là-dedans? C'est un autre problème. Mais c'est pour dire à quel point, pour nous, on est complètement intégrés dans ce système européen. Donc ça, c'est pour les accords bilatéraux. Là, vous voyez quand même le nombre d'accords de libre-échange que la Suisse a conclus. Alors, l'accord avec la Chine a été conclu donc sans les pays de l'ALE. Tous les autres pays ont été abordés en commun avec les pays de l'Association européenne de libre-échange. Et voilà, je parlais avant de comment est-ce qu'on fait nos concessions, mais voilà la fameuse tomate. Vous voyez qu'en fait, on passe d'un taux qui est appliqué envers tous les membres de l'OMC, qui est là en l'occurrence 5 francs pour 100 kg de tomates, à un taux peut-être de 0 en faveur, je ne sais pas, du Mexique. Donc ça ne change pas énormément le commerce des produits agricoles, ça dévie un petit peu le commerce en faveur d'un partenaire. Après, plus les partenaires s'accumulent, plus il y a de nombre de partenaires qui reçoivent ce même avantage. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, où après 30 premiers accords conclus, je ne sais pas, avec le Maroc, l'Égypte, des pays qui ne sont pas forcément des grands exportateurs de produits agricoles, maintenant on se retrouve face à une situation où les nouveaux, ils veulent plus. Ils veulent plus, ils exportent plus, c'est des grands exportateurs de produits agricoles. Et là, on va probablement pas, non, on va certainement pas réussir à obtenir un accord juste avec cette petite déviation du commerce. Et ce qu'on a par exemple fait dans cette stratégie où on s'est dit on peut plus y arriver de manière juste avec les contingents, on s'est proposé d'être un peu ambitieux sur le produit qu'est le fromage. Et là, je fais petite parenthèse dans la présentation. Donc, c'est pas seulement pour faire de la publicité pour des délicieux fromages suisses, c'est aussi pour vous dire que la Suisse a libéralisé le commerce du fromage avec l'Union européenne en 2009 de manière complète. Donc, il n'y a plus de tarifs, plus de droits de douane, plus rien. Avec l'Union européenne, le fromage circule librement. Donc, ça fait maintenant 10 ans. On a 10 ans de recul. Vous voyez les chiffres.
personne n'a perdu dans ce marché-là. La Suisse s'est beaucoup spécialisée, a beaucoup innové. Les producteurs font soit des fromages avec des indications géographiques, mais aussi beaucoup d'autres fromages qui trouvent une place sur les marchés européens, que ce soit pour les indications géographiques, pour d'autres fromages. Donc, je ne sais pas, on fait de la mozzarella, du fromage à pâte dure, etc., etc. C'est pour dire que cette libéralisation, évidemment, avec le partenaire le plus logique, le plus naturel, a permis à des fromages de s'exporter bien au-delà de l'Union européenne. Et depuis qu'on a conclu cet accord avec l'Union européenne, on a gentiment convaincu aussi la branche laitière, donc surtout les transformateurs de fromage, de faire ça aussi avec les partenaires de libre-échange. Donc maintenant, systématiquement, quand on commence à négocier un accord de libre-échange, on offre réciproquement la libéralisation de tous les produits du fromage. Ça, c'est quelque chose que la branche a bien pris, a bien accepté et qui nous a pour l'instant bien souri. Je vous raconte ça parce que j'ai grand espoir qu'on va reprendre les discussions avec le Canada, et que malgré la situation aujourd'hui qui est un petit peu difficile parce qu'on n'a aucune concession pour le fromage de la part du Canada, qu'on va certainement pouvoir trouver une solution ad hoc pour satisfaire et le Canada qui a d'autres velléités d'exportation et la Suisse dont finalement le seul produit de base qu'elle exporte pour le moment où le principal est le fromage. Je vous ai dit qu'on a des mesures de politique agricole qui rendent difficile quand même les concessions agricoles. Le cas, par exemple, de l'huile de palme, c'est typiquement un cas où la hauteur du droit de douane en Suisse a figé complètement les niveaux de prix. Et on se pose toujours la question, mais est-ce que c'est vraiment l'avenir de la Suisse? Et comme toutes les politiques agricoles qui sont mises en place sur la base de l'article constitutionnel que je vous ai montré en début de présentation, nous nous remettons en question sur chaque mesure de politique agricole et très récemment, nous avons commencé à le faire aussi pour la protection à la frontière. Donc j'ai mis là simplement quelques études que nous avons faites qui étudient toujours l'efficacité et l'efficience de la protection à la frontière pour la Suisse et pour les agriculteurs suisses. Mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui sont un peu plus, qui veulent plus un peu regarder le sujet, c'est de voir qu'effectivement cette situation dans laquelle malheureusement ce sont les intermédiaires qui profitent de la rente octroyée par la protection à la frontière, finalement n'aide pas vraiment le producteur à avancer dans son côté innovateur et pour développer de nouveaux produits qui auraient aussi une place sur les marchés internationaux. Comme dit, nous avons encore la chance d'avoir une industrie agroalimentaire qui est assez forte et qui est friande de produits de base suisses, mais ça représente quand même toujours que 10% de la production agricole suisse. Voilà, là, il y a évidemment le même résumé que ce que je viens de vous faire par rapport à la protection douanière par l'OCDE. Et puis, avant de terminer ma présentation, j'aimerais peut-être juste encore donner un peu le pouls de la négociation que je viens de terminer, là, le troisième tour que je viens de terminer, qui était avec le Mercosur. Donc, nous avons commencé à discuter avec le Mercosur et nous sommes très déterminés à conclure un accord d'ici la fin de l'année. Pas seulement parce que notre ministre part à la retraite l'année prochaine puis qu'il aimerait quand même avoir un succès, mais aussi parce que l'Union européenne, évidemment, est à bout touchant avec les pays du Mercosur. Et ce que je relève des dernières discussions qu'on a eues avec ces 4 pays, c'est qu'il y a une volonté très forte d'exporter des produits agricoles vers la Suisse, mais qui sont de qualité. Donc les pays du Mercosur ont identifié des produits pour lesquels les Suisses sont prêts à payer des sommes importantes, notamment par exemple la viande. Et il y a déjà aujourd'hui sur le marché suisse de la viande certifiée bio qui provient par exemple de l'Argentine, mais aussi de l'Uruguay. Et ces pays-là ont quand même réalisé que finalement, un pays, en tout cas la Suisse, qui comporte 8 millions d'habitants, il n'y a peut-être pas besoin d'ouvrir les marchés de la même manière qu'ils ont envie d'ouvrir les marchés envers l'Union européenne. Ils ont peut-être envie aussi d'être certifiés, d'exporter des produits labellisés. Donc en fait, la discussion tourne beaucoup plus autour des standards de production pour un petit marché comme la Suisse. Et je pense très sérieusement
qu'on peut influencer le dialogue sur le bien-être animal, la durabilité dans l'agriculture, avec ces pays-là qui veulent finalement exporter des produits à grande valeur ajoutée vers la Suisse. Et d'ailleurs, cette semaine, donc la semaine passée, on a eu l'occasion de présenter aux pays du Mercosur aussi bien un article pour essayer de discuter des standards de production animale et notamment de la protection animale et du bien-être animal, ce qui a été très bien reçu par les pays du Mercosur qui sont intéressés. Et de la même manière, on a commencé les discussions pour mettre en place un dialogue sur la coopération en matière d'agriculture en vue d'une durabilité, en vue d'atteindre la durabilité dans la production agricole. Alors, évidemment, la Suisse, par rapport à ce que va faire l'Union européenne, c'est une goutte d'eau, mais en tout cas, la Suisse ne rentrera pas, surtout avec ce nouvel article constitutionnel, sans un accord qui comporte aussi des clauses dans ce domaine-là et pas uniquement des ouvertures de marché de part et d'autre pour les produits agricoles. Voilà, donc ça c'était un petit peu la petite parenthèse qui n'est pas tellement publique pour le moment, mais je me suis dit on est entre nous, donc je peux vous raconter ça. Voilà, donc voilà, je remets un peu les fromages, parce que bientôt tout le monde a très très faim, donc c'était ça que je voulais vous montrer. Je pense que vous avez compris le message, la Suisse agricole a une place dans le commerce international, parce qu'elle est à la table des négociations, parce qu'elle peut influencer, grâce à la communication sur ses bonnes pratiques, le fait que ses partenaires s'intéressent peut-être à exporter d'autres produits que simplement des produits de masse. Et par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un défi au niveau de la protection douanière pour toute la production agricole et tout le pays finalement, pour arriver à non seulement ouvrir des marchés pour l'industrie et les services, et en même temps aussi maintenir des bases de production acceptables et positives pour les paysans en Suisse. Mais nous continuerons à faire des accords de libre-échange et nous continuerons à trouver des solutions, sur mesure pour nos paysans et pour les consommateurs suisses.